Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je dois remercier Émilie de m'avoir invitée pour cette journée extraordinaire et cette météo magnifique. Euh, je commence aussi par commencer Marie-Pierre Audrezet parce que c'est grâce à elle que j'ai pu génotyper mes premiers patients et mes premières cellules où le génotypage n'était pas fait systématiquement. Et Marie-Pierre qui a accepté, j'étais encore dans mon PhD, de faire ça pour moi et j'ai énormément apprécié. Donc, je suis aussi ravie de passer après Marie-Pierre et après Laurence parce que j'ai un peu l'impression d'être dans un congrès pédiatrique. Il y a eu tellement de cas cliniques pédiatriques que je me dis que peut-être la polykystose est en train de shifter de camp. Donc, je n'introduis plus la polykystose rénale dominante. Par contre, j'aimerais bien souligner cette grande variabilité phénotypique qu'Émilie a super bien introduit, où on voit effectivement que beaucoup de familles, l'âge de l'insuffisance rénale terminale peut varier en général entre 50 et 60 ans, mais peut aller jusqu'à l'âge de 80 ans. Mais on a aussi dans de rares cas où l'insuffisance rénale terminale peut déjà venir à un âge très, très précoce, entre l'âge de 20 à 30 ans. Cette variabilité phénotypique est aussi associée à une grande variabilité génotypique. La corrélation entre les deux n'est pas encore bien définie, malgré qu'on fait des grands progrès. Émilie l'a bien illustré. Donc, je vais essayer d'utiliser trois cas cliniques que j'ai vus dans mon service pour effectivement vous illustrer les actualités pédiatriques, mais aussi pour introduire les recommandations CADIGO pour le suivi chez l'enfant. Donc, c'est une fille qui se présente à l'âge de 1 an à cause de vomissements. On fait une échographie, on voit quelques reins, quelques kystes corticaux, pas de suivi parce que le pédiatre n'a même pas mentionné ça dans son dossier. À l'âge de 2 ans, elle se représente avec une douleur abdominale et on fait une échographie et on voit un peu, si vous voyez ça, c'est un peu l'image typique en pédiatrie qu'on décrit Mickey Mouse, hein, qui est typiquement de sténose de jonction. Oups. Donc, à l'hôpital, on lui propose en fait une pyéloplastie et on prévoit l'opération. La maman qui se rappelle que quand elle était jeune, elle avait aussi des kystes au niveau des reins et qu'il n'y a jamais rien eu. Donc, elle a hésité et elle vient dans notre service. Donc, quand on fait l'échographie, mon radiologue est persuadé que c'est pas une obstruction de jonction parce qu'il il voit vraiment que c'est un kyste. Il démontre ici qu'il y a la paroi kystique avec un peu un effet d'obstruction. Donc, on fait une IRM. Et effectivement, on démontre que c'était un gros rein, un gros kyste qui avait un aspect un peu obstructif, mais qui n'atténuait pas la vidange urinaire. Du coup, on dit qu'elle ne doit pas subir d'opération. Les parents annulent l'opération et restent dans notre service. La maman, effectivement, elle avait un diagnostic de kyste rénal à l'âge de 15 ans, mais il n'y a jamais eu de suivi. Donc, on refait une échographie et elle avait effectivement 2 gros reins kystiques et on fait la génétique et on démontre que la fille et la maman ont des lésions au niveau du PKD1. Le deuxième cas, oui, ça bloque. Le deuxième cas, c'est les fameux reins, les gros reins hyperéchogènes que Marie-Pierre et Laurence ont bien décrits. Donc, c'est un diagnostic assez précoce de gros reins hyperéchogènes dans une histoire familiale bien connue de polykystose où la maman aussi a une polykystose rénale dominante diagnostiquée et suivie. Ils choisissent de garder l'enfant et à 35 semaines, on voit une évolution catastrophique avec un hydrops fœtalis, avec la l'épanchement cardiaque.
Et ici, vous pouvez voir que le volume rénal, par rapport au volume rénal normal d'un fœtus, on voit ça que déjà à partir de 21e semaine, il y a une explosion des reins qui sont bilatéraux à 10 cm, alors qu'un rein fœtal est de 4 cm à 5 cm. Et surtout, ce qui est inquiétant dans ce cas, c'est que l'indice du liquide amniotique devient de plus en plus inquiétant. Donc, naissance à 35 semaines avec 4 kilos. 4 kilos dont je pense les reins ont une grande partie du poids. Donc, hypoplasie pulmonaire sévère avec besoin de ventilation, hypertension dès la naissance avec besoin de deux antihypertenseurs, et puis un problème d'alimentation vu que les reins sont très gros, donc ils poussent aussi au niveau de l'estomac, et ces enfants parfois ont besoin d'une sonde nasogastrique. Neurologiquement, état normal avec une créatinine déjà élevée dès la naissance. Le troisième cas qui est un peu plus délicat, c'est une maman qui se présente à ma consultation. Elle a été elle-même diagnostiquée à l'âge de 15 ans et elle a eu une progression très, très rapide avec une insuffisance rénale à l'âge de 30 ans. Elle a une fille de 2 ans et elle veut absolument savoir si sa fille a la polykystose ou non. La fille est asymptomatique, mais il y a tellement de stress et un vœu de dépister la fille qu'on fait une échographie et on démontre que sa fille déjà a 2 ans, elle a 2 reins un peu gros pour l'âge, avec de multiples kystes bilatéraux dans des grands jusqu'à 2 cm. Donc, je pense qu'avec ces 3 cas, j'ai pu vous démontrer que le spectre pédiatrique est aussi très large. Donc, dans notre consultation, on voit des patients qui viennent à cause de symptômes, des infections urinaires, énurésie, ou bien un diagnostic prénatal. Certains patients sont aussi diagnostiqués fortuitement parce qu'ils viennent aux urgences pour un autre problème. On fait une échographie et du coup, on découvre cette polykystose. Et il y a une partie où le côté éthique et la discussion doit vraiment être posée, c'est le dépistage des enfants asymptomatiques à risque. Donc, je vais commencer à vous présenter quelques résultats préliminaires de notre registre qu'on a lancé en 2016. C'est un registre purement pédiatrique où l'inclusion doit avoir un âge de moins de 19 ans et où tous les registres aussi d'Australie, des États-Unis et UK font partie, mais n'incluent que la présentation pédiatrique. Donc, notre premier objectif était de décrire le mode de présentation dans notre population pédiatrique actuelle et d'analyser la tendance géographique et temporelle et surtout les pratiques au niveau international. On a aussi utilisé les datas de Urqurecht. Donc, Urqurecht, c'est les centres de référence. Pour la polykystose dominante, on avait accès à une grande cohorte d'adultes, mais on avait ce renseignement sur le mode de présentation et du coup, on a inclus cette cohorte qui était en fait une cohorte beaucoup plus âgée que notre registre d'AD-PET-KD. Donc, ce qu'on voit, c'est que les tendances étaient pareilles malgré que la période était différente. Donc, dans les deux registres, on voit que 35% à 40% des patients en pédiatrique se présentent à cause de symptômes ou d'un diagnostic fortuitement fait à cause d'une autre pathologie. Donc, les symptômes, on voit qu'il y a la douleur abdominale, parfois l'hémorragie suite à un trauma et qui se présente avec une hématurie macroscopique. L'infection urinaire et l'énurésie due à un défaut de concentration, on voit ça aussi souvent.
Alors, les symptômes extra-rénaux sont extrêmement rares et du coup aussi, on ne veut pas faire le dépistage de signes extra-rénaux. Mais ce qu'on voit dans notre population pédiatrique, c'est que 20 à 30% des enfants présentent déjà une hypertension avec un non-dipping et une hypertension nocturne très prononcée. Donc, la deuxième présentation, c'est le diagnostic prénatal et je suis ravie que Marie-Pierre et Laurence l'ont bien introduit. Ce qu'on voit ici clairement, c'est que dans la cohorte de Urkrecht, qui sont des patients beaucoup plus âgés, on avait à l'époque que 2% de diagnostic prénatal, alors que dans notre registre d'AD-PET-KD, on a 13%. Et c'est vrai qu'à partir des années 2000, on voit ici que le diagnostic prénatal, je ne sais pas si vous voyez mon souris, ouais, que le diagnostic prénatal, il est en train d'augmenter. En discutant avec nos collègues de gynéco, donc dans les années 2000, ils ont eu vraiment un changement d'échographie et ils ont maintenant des appareils très performants où ils voient beaucoup plus que d'habitude. Mais alors, on doit être vigilant pour consulter ces couples parce que rein hyperéchogène ne veut pas dire directement que c'est des formes très très sévères et on ne doit pas encourager l'interruption de grossesse chez tout le monde. Et d'où la nuance, et je pense que Laurence l'a bien défini, et ça a été aussi publié dans une cohorte avec Marie-Pierre et Laurence. Je pense que le phénotype rénal est très important. Donc, s'il y a une oligohydramnion, un phénotype très sévère, la discussion d'interruption de grossesse peut être discutée. Mais par contre, juste des reins hyperéchogènes avec un fluide amniotique normal, pour l'instant, on n'a vraiment pas d'éléments pour définir leur pronostic au long terme et on doit être très vigilant. Une autre chose que ma collègue gynécologue m'a fait savoir, c'est que maintenant, il voit tellement bien, et c'est vrai que quand on voit des reins hyperéchogènes chez un enfant dans un cadre de polykystose, le diagnostic, il est aussi fait. Donc, est-ce qu'on peut considérer ça comme dépistage d'un patient à risque, qui est le fœtus? Et du coup, maintenant, la gynécologue, avant de commencer l'échographie, quand il y a une famille connue de polykystose, elle leur dit clairement, je vais faire une échographie, ça peut que je vais voir que votre enfant a des reins hyperéchogènes, qui voudra dire qu'il a la pathologie. Est-ce que vous voulez savoir ou pas? Et elle a eu quelques cas où les parents ont dit non. Donc, je pense que aussi, on doit, comme néphrologue adulte, parce que c'est vous qui voyez les parents avant qu'on les voit, et les gynécologues doivent aussi peut-être discuter ça avant de commencer l'échographie. Et c'est vrai qu'on a discuté au CADIGO, cette définition de very early ADPKD avec ses formes très très sévères est basée sur quelques datas, mais on doit vraiment essayer de confirmer ça en ayant le long terme. Et en fait, je suis ravie que dans notre registre de AD-PET-KD, on a maintenant à peu près 300 cas avec un phénotype prénatal et avec une évolution clinique où on va essayer d'étudier et de bien définir. Mais évidemment, on n'a pas tous les cas qui ont été interrompus et ça serait bien en fait de revoir si on peut les avoir. Donc, pour le diagnostic de la polykystose chez l'enfant, au CADIGO, c'était clair que quand l'histoire familiale est connue, donc quand il y a des reins hyperéchogènes où il y a des kystes, mais aussi un seul kyste suffit pour confirmer le diagnostic. Par contre, quand il n'y a pas d'histoire familiale connue, on fait en général une échographie chez les deux parents pour différencier la polykystose dominante de la récessive et parfois on peut considérer l'examen génétique, certainement dans les formes les plus sévères.
Et maintenant, j'ouvre la discussion la plus délicate. Qu'est-ce qu'on fait avec le dépistage des enfants à risque? Donc, c'est vrai que la controverse est non seulement entre les cliniciens, mais aussi entre les familles et même parfois au sein du même couple, où il y a certains qui veulent savoir et d'autres pas. Et on en a discuté énormément aussi au Cadigo et on pense sincèrement que chaque famille a droit à une consultation et qu'on doit aussi inclure l'enfant s'il est mature pour décider du choix de ou ne pas savoir. Et on pense que si la famille veut savoir, parce que parfois le stress est aussi énorme de ne pas savoir et il faudra le respecter, l'examen de préférence, c'est la génétique, parce qu'une échographie chez l'enfant qui est négatif n'exclut pas évidemment le diagnostic. Et si la famille et l'enfant décident de ne pas dépister, alors il faudra aussi leur rappeler que quand l'enfant devient adulte, il doit aussi consulter pour son risque de pathologie. Et en fait, la consultation pour ces cas de dépistage serait beaucoup plus facile si on avait aussi des modèles de prédiction de sévérité et si on avait vraiment le moyen de sélectionner ces patients qui peuvent évoluer vers des formes sévères. Aussi, si on avait un traitement effectif qu'on peut leur proposer, alors je pense que la question du dépistage ne se posera plus. Donc, on a participé au tolvaptan chez l'enfant où on démontre effectivement un effet positif sur le volume rénal, mais je dois dire que c'est certainement pas le futur parce que ces adolescents devaient boire aussi 6 litres à 7 litres par jour et c'était pas évident pour leur vie scolaire etc. Et en 2021, on a eu un sommet au niveau international, incluant aussi l'EMA, FDA, la pharma, etc. Et je pense que l'intérêt est clair, que les enfants et les jeunes adultes sont la cible cruciale pour intervenir en polykystose, vu que le parenchyme rénal est encore bien conservé et que peut-être on pourrait vraiment agir avant que ça soit trop tard. Mais par contre, on n'a pas encore bien défini nos endpoints pour les études cliniques et du coup, on n'est pas encore vraiment prêt pour faire des bonnes études cliniques. Donc, les adultes, comme vous le savez, ont maintenant, avec le génotype, mais aussi avec la Mayo Clinique, des modèles pour un peu prédire les progresseurs lents par rapport aux progresseurs rapides. Mais si on zoome sur la Mayo Clinique, on se pose la question que si on a 15 ans et on a déjà des volumes qui dépassent la classe E, c'est que ces patients-là ont certainement aussi une forme très sévère pédiatrique et ça serait bien de pouvoir en fait les sélectionner précocement pour pouvoir mieux le suivre. Donc, à Louvain, on a travaillé sur un modèle pour essayer de stratifier ces patients à partir de la naissance. Il était basé sur une échographie 3D qu'on a développée dans notre service, mais qui n'est pas applicable dans tous les services pédiatriques, parce que dans tous les services pédiatriques, on utilise le 2D avec juste la longueur des reins et non pas le volume. Donc maintenant, on est en train de travailler sur un autre modèle avec toutes les datas de AD, PET-KD où on voit en fait déjà, donc les lignes noires sont en fait la norme, la population normale et on voit que la population pédiatrique de PKD, on a plus de 6000 évaluations. Il y a une grande partie qui est dans la norme et qu'on peut considérer que c'est des progresseurs lents, et peut-être qu'on peut imaginer au niveau des consultations qu'on doit les laisser tranquilles et leur dire de revenir plus tard. Mais par contre, on détecte dès le jeune âge qu'il y a des enfants à risque de progression rapide. Donc, l'hypertension a été
je pense, bien étudiée en pédiatrie, où on démontre 20% à 35% des enfants. L'équipe de Colorado a démontré une corrélation avec l'hypertension et l'hypertrophie gauche, mais aussi avec une corrélation du volume rénal et du nombre de kystes. Donc, on pense sincèrement que les patients hypertendus ont un risque de progression rapide. Du coup, pour la prise en charge dans les cas d'IGO, c'est le seul élément qu'on essaye de souligner, c'est de mesurer la pression artérielle des enfants et encourager même les enfants à risque, même si on ne dévoile pas leur diagnostic, on peut encourager les parents à leur faire une pression artérielle annuelle parce qu'on sait qu'on peut peut-être changer leur pronostic. Revenons à mes cas. Donc, le premier cas avec la suspicion d'obstruction de jonction, donc on l'a suivi. Vous pouvez voir là dans le Leuven Classification qu'elle avait en fait un volume qui excédait la classe E. Mais par contre, avec les échographies, vous voyez que le gros kyste a diminué spontanément de volume sans intervention, ce qui permet de diminuer le volume rénal et d'où l'intérêt aussi de la segmentation chez l'enfant, parce que parfois on voit des enfants avec un ou deux gros kystes qui peut différencier le volume. Et je pense que c'est comme les adultes, on doit aussi, c'est une prochaine étape de voir la segmentation. Le deuxième cas des gros reins hyperéchogéniques, donc il a été traité par 2 antihypertenseurs, il a été perdu de follow-up et puis il est revenu à l'âge de 8 ans et on voit une dégradation rapide de sa fonction rénale avec des volumes de ces reins qui ont aussi explosé. À l'époque, tolvaptan a été utilisé chez l'adulte, mais n'était pas accessible pour l'enfant. Donc, il a atteint une insuffisance terminale à l'âge de 17 ans. Et la question du donneur vivant est venue. C'était une discussion éthique très difficile parce que le père voulait donner son rein à son épouse et il se confronte avec un fils avec une progression rapide. Et du coup, il a finalement choisi de donner son rein à son fils. Et pour compliquer encore la discussion de Marie-Pierre et de Laurence. Donc, il avait effectivement hérité de sa mère donc le variant PKD1. Sa mère, à l'âge de 60 ans, elle n'avait pas encore de dialyse. Il a un hypomorphe du papa. Et puis, en travaillant avec Peter Harris, on a fait toute ma cohorte pédiatrique. On est parti voir le panel de ciliopathie pour voir s'il y a d'autres variants dans des ciliopathies qui peuvent accentuer le phénotype. On a trouvé un variant. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'il a le même génotype que sa sœur. Sa sœur a 26 ans et qui a une fonction rénale CKD3, ce qui permet de supposer que peut-être qu'il y a autre chose qui a permis qui a participé à ce phénotype très, très, très sévère. Et puis, le cas du dépistage familial, donc à l'âge de 8 ans, elle a développé une hypertension sévère. Elle a été traitée, on a initié en fait des IEC. Vous voyez déjà une échographie avec plusieurs kystes et aussi des volumes beaucoup plus gros que la normale. D'où la question aussi, est-ce que quand on a un parent avec une progression rapide, est-ce que leurs enfants sont aussi à risque d'une progression rapide et est-ce que ça nous permet aussi d'utiliser pour nos consultations? Mais j'ai plus de questions que de réponses pour vous, hein? Mais je pense que le progrès est considérable dans la polykystose de l'enfant, qu'on est, je pense, tous d'accord que la maladie rénale structurelle est déjà présente en pédiatrie et que le dépistage des manifestations modifiables comme l'hypertension est quelque chose qu'on peut faire même sans divulguer le diagnostic, que ces familles touchées, il y a énormément de stress et ils ont besoin d'un suivi psychologique et qu'on a vraiment besoin d'identifier des facteurs de risque élevés
pour pouvoir stratifier dès l'enfance ces progresseurs rapides. Et je tiens à remercier tous les enfants de ma cohorte qui m'aident à faire énormément de recherches. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour ce super topo, Jalila. Est-ce on a le temps pour une ou deux questions? Il y a une question dans le chat. Lise, oui. Deux questions en une. Quelle est la définition exacte d'un enfant atteint de polykystose rénale à risque? Et faut-il effectuer une surveillance régulière par échographie durant l'enfance pour cette population? Ben, l'enfant à risque, c'est d'avoir un parent avec une polykystose dominante connue. Donc, il y a un risque sur deux qu'il a la pathologie. Donc, ça, je pense, c'est clair. Est-ce qu'il faut faire des échos à répétition? La réponse est non. Ça sert à rien. Donc, soit on veut diagnostiquer, et je pense que si la décision est faite pour faire le diagnostic, c'est mieux de faire la génétique. Et deux, dans le futur, si on a une stratification au niveau du volume, ça va être oui. Laurence n'est pas d'accord? Hein? C'est vrai moi je suis beaucoup plus réservée sur le diagnostic présymptomatique pour différentes raisons, mais avant tout parce qu'on n'a pas grand-chose à proposer à ces patients. Je voulais juste rappeler quelques petits points. Le premier, c'est que en pédiatrie, la Société française de pédiatrie recommande de prendre la pression artérielle de tous les enfants en France au moins une fois par an à partir de l'âge de 3 ans. C'est pas fait. Le deuxième point, c'est qu'il y a quand même le cadre de la loi qui est important, qui nous dit qu'on peut faire un diagnostic moléculaire présymptomatique chez un mineur s'il y a des mesures préventives ou curatives immédiates pour lui ou pour un membre de sa famille. Et cette loi, elle n'est pas simplement pour nous embêter, elle est là pour protéger les enfants, pour protéger du droit de savoir, mais aussi du droit de ne pas savoir. Et que c'est important. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de familles venir avec un enfant ou une fratrie, parfois des bébés, des tout petits bébés, des nourrissons, quasiment des nouveau-nés en demandant le statut. Quand on travaille un petit peu, quand on arrive à prendre le temps en consultation de discuter avec ces familles, d'abord on arrive souvent à les convaincre que ce n'est pas forcément au bénéfice de l'enfant, surtout pour les petits-enfants, et surtout quand on discute avec les enfants, très souvent on se rend compte qu'eux n'ont pas de demande. Pas tous. Il faut nuancer parce qu'il y a parfois des enfants qui veulent et tous les cas d'ego, il faut discuter avec les parents parce que je ne trouve pas que c'est notre décision. On ne doit pas leur dire oui ou non. Et ça, je suis vraiment contre. On doit discuter, on doit respecter leur avis et on doit discuter avec l'enfant. Effectivement, ce n'est pas 18 ans moins un jour qu'on n'est pas prêt et 18 ans plus un jour qu'on est prêt, que des ados demandeurs avec lesquels on travaille cette question et qui veulent savoir et on accède à leur demande. Et le pendant quand même de tout ça, juste pour aller un peu aussi dans son sens, c'est que quand on discute avec les jeunes adultes, beaucoup nous disent que les conditions d'annonce de diagnostic qu'ils ont eues étaient absolument catastrophiques, dans des mauvais moments, à un moment imprévu. La grossesse en particulier, c'est une situation qu'on voit très, très, très fréquemment où un parent apprend au même moment qu'il est malade et qu'il a transmis la maladie à son enfant, alors qu'il connaît son histoire familiale, mais qu'il n'a jamais été. Ouais. Donc, il y a sûrement du travail à faire. C'est un débat très, très important qu'on aimerait bien poursuivre, mais pour des questions de timing, on est obligé d'enchaîner. Mais tu l'as justement dit, le diagnostic aussi génétique plutôt que échographique, ça permet aussi de ne pas avoir son rendu dans un cabinet d'échographie, parfois pas avec des pincettes. Et voilà. Alors, maintenant, on a